Bonjour à tous. Je suis étudiante en anthropologie, éthologie et philosophie à l'université Paris 10. Et donc j'ai choisi de faire mon mémoire sur les renards et les humains au bois de Vincennes. Donc je vais essayer de vous expliquer un petit peu d'abord comment j'en suis arrivée à choisir ce sujet d'étude, qui n'est pas évident pour une anthropologue. On sait qu'aujourd'hui les renards sont classés nuisibles dans 91 des 95 départements de la métropole française. Parmi les exceptions, donc il y a la Savoie, mais celle-là je ne la prends pas en compte, le Val-de-Marne, les Hauts-de-Seine et Paris. C'est-à-dire le sud de la Petite Couronne et Paris. C'est pas qu'ils n'y sont pas, parce qu'ils sont bien présents dans ces zones-là, hein. Mais c'est qu'il y a un rapport différent. Donc je me suis concentrée sur le bois de Vincennes, où la population a atteint une vingtaine d'individus en 2012, alors que le bois de Vincennes, c'est quand même l'espace vert le plus fréquenté de Paris, avec environ 11 millions de visiteurs par an, ce qui est pas mal. Donc je me suis demandé quel rapport pouvait bien entretenir les humains et les renards dans cet espace. J'ai mené cette recherche dans le cadre de mon mémoire, donc comme je vous l'ai dit. Dans un premier temps, je me suis intéressée au rapport purement écologique entre les humains et les animaux du bois de manière générale et les renards en particulier. Pour cela, j'ai observé la répartition des milieux, la répartition des humains et des infrastructures humaines dans le bois, et la répartition des animaux. Ensuite, j'ai un peu collé toutes ces données pour comprendre les spécificités de la place des renards dans l'écologie du bois. Donc c'est ce que je vais vous présenter en première partie. Ensuite, pour la partie un peu plus anthropologique, je me suis intéressée aux représentations qu'ont les usagers du bois et les membres du service du bois qui y travaillent vis-à-vis des renards. Pour cela, j'ai fait des entretiens, des observations des personnes en situation dans le bois. Je me suis demandé comment, en fait, à partir de ces rapports écologiques, les humains les vêtissent de représentations, de normes sociales, parce que c'est des normes qui se transmettent, qui sont véhiculées, des imaginaires écologiques. Et comment, à partir de ces représentations, ils établissent une distance avec l'animal sauvage. Et enfin, dans ma troisième partie, je me suis demandé ce qui se passait lorsque les renards transgressaient les limites physiques et imaginaires du sauvage. Donc là, pour le bois de Vincennes, c'est les massifs, parce qu'à chaque fois qu'on demande aux gens où sont les renards selon vous, ils disent tous dans les massifs, ce qui n'est pas forcément le cas. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand ils transgressent ces espaces? Et en fait, en quoi ils remettent en cause cette dichotomie entre le sauvage d'un côté et le domestique de l'autre, et cette idée que la ville serait forcément un endroit où il n'y aurait pas d'animaux sauvages, où il n'y aurait pas la place pour eux. Donc pour ce qui est de la première partie, voici la carte de la répartition des populations en Île-de-France qui date de 2015. On voit que leur présence est historique en Île-de-France. Et aux portes de Paris, elle est un peu plus récente, notamment à partir de 1984. Il y a un foyer de peuplement assez important dans le nord-est de Paris, ce qui s'explique peut-être par le fait que ce soit une zone où il n'y a pas vraiment de forêt domaniale et où l'espace rural est directement en lien avec les agglomérations, la trame verte des agglomérations. Donc, comment on fait pour retourner ? Bon, c'est pas grave. Donc, je pense que les renards du bois de Vincennes viennent en partie de ce foyer de peuplement que je vous ai montré. Pour ce qui est de leur présence dans le bois et de leur répartition,
Donc déjà, on sait qu'ils habitent le bois depuis les années 90 environ, entre 91 et 93 d'après les forestiers. Donc cette carte, c'est pas juste pour une année, c'est un ensemble de données que j'ai recueillies. C'est pas très pointu comme carte. Donc il y a à la fois des témoignages d'usagers, des comptages au phare, des données d'autopsie. Mon but était surtout de montrer de manière générale la répartition des renards dans le bois. Donc on voit qu'ils logent les petits H chez les habitats. Donc on voit que leurs habitats sont majoritairement dans les massifs, pas forcément les massifs les plus éloignés des villes, notamment au niveau de Charenton-le-Pont. Et donc voilà. Donc ils sont visibles que quand ils sortent de ces massifs, qui sont bien souvent, ils choisissent les massifs clôturés ou alors les YEP pour faire leur terrier. Quand ils sont pas en période de reproduction ni d'élevage de petits, ils sont un peu moins compliqués. Ils investissent des zones un peu moins forestières, disons. Donc on les observe vivant de nuit, en bordure de prairie, entre le bois et les villes qui l'entourent, on les observe aussi de jour, mais généralement ils sont morts, et ils se sont fait écraser par les voitures d'une des routes ouvertes à la circulation qui scindent le bois, donc les grandes routes en jaune. On sait que dans les espaces urbains, la surface du territoire des renards roux varierait entre 20 et 40 hectares. Donc si ça vient d'études londoniennes, donc 20 et 40 hectares, c'est relativement peu. Quand on sait qu'à la montagne, elle peut être de 2000 hectares, et à la campagne, elle varie entre 200 et 600 hectares. Bon, quand on sait que le bois mesure 995 hectares, ça représente quand même un territoire conséquent pour les renards, aux portes de la ville, et villes qui sont pleines de ressources. Donc maintenant, je vais vous présenter les caractéristiques et la dynamique de la population de renards du bois de Vincennes. Au bois, il y a eu un pic de population des renards roux qui se situerait autour des années 2000. Donc là, c'est pas sur les graphiques. Les graphiques sont un peu plus récents. Puis en 2012, il y aurait eu aussi un pic avec environ 20 individus. Les premiers comptages au phare de la présence de renards ont été effectués à partir de 2014, sous l'initiative de M. Michel Neff, que je salue. Et donc en fait, il les a mis en place parce qu'il y a eu une épidémie de Galles. Et donc il s'est inquiété de voir la population disparaître. Donc voilà, c'est une population qui a été donc régulée par cette épidémie de Galles. On trouvait à cette période de nombreuses pelades de poils qui tombent à cause de la gale. Et donc je vais vous présenter les résultats de ces comptages au phare. Donc on remarque en effet une division par deux du nombre d'individus observés entre 2014 et 2015, sauf que ce n'est pas... Voilà, c'est ce tableau-là. Ainsi qu'une nette augmentation des corps retrouvés en 2015. C'était le graphique précédent. Voilà. Donc on voit 2015, l'année où il y a le nombre de corps autopsiés est le plus élevé. Donc ils se reproduiraient dans le bois et les jeunes resteraient car la nourriture est abondante, surtout les déchets et les micro-mammifères. Donc il y a une population assez importante de campagnols, de mulots, de surmulots et de rats. Donc dans ce cas, si les jeunes resteraient en effet dans le bois, on observerait dans ce cas-là normalement une augmentation assez importante des populations entre les saisons. Or, ce n'est pas le cas. On voit que de toute manière, les petits traits bleus, c'est l'hiver. Donc, qu'en hiver, la population est toujours inférieure à celle en été. Donc, ce qui laisse supposer une forte mortalité des jeunes entre le printemps et
la période de reproduction, donc l'hiver. Ensuite, si l'on s'intéresse à l'effectif des renards selon leur âge, autopsie entre 2011 et 2015, donc on observe en effet encore ce pic de mortalité en 2015, hein, qui correspond à un individu près à la population observée l'été 2014, donc l'été précédent. De plus, la mortalité des jeunes renards est plus élevée ces dernières années, ce qui soutient donc la thèse d'une épidémie interne à l'espèce, la gale, qui se serait développée dans un contexte de surpopulation, donc elle s'est développée bien plus vite. Les renards urbains ont une espérance de vie estimée à une poignée d'années en ville seulement. Parmi les renards morts au bois de Vincennes autopsiés, il y a 11 individus sur 12 qui sont morts d'un choc violent, donc un choc avec des voitures. Seulement un a succombé aux blessures de la gale. Pour ce qui est de l'effectif selon le sexe, donc tout à l'heure on parlait de densité de population, et ben le sexe ratio d'une population permet aussi de connaître grosso modo sa densité. On sait que normalement dans les zones non urbaines ou habitats supposément naturels, le sexe ratio est de 1 mâle pour 1 femelle. Au bois de Vincennes, il est de 1 femelle pour 2 mâles. Donc, et on sait aussi que lorsque la densité de population augmente, les mâles seraient favorisés en termes de naissance, donc il y aurait plus de mâles qui naîtraient que de femelles. Donc, ce qu'il laisse supposer, ce sexe ratio de 1 femelle pour 2 mâles, laisse supposer en effet qu'il y a eu une densité importante de la population. Donc, est-ce que ils se sont adaptés, comme on disait tout à l'heure, par rapport en augmentant le nombre de femelles reproductrices, ou alors par d'autres moyens, c'est encore flou. Je vais passer au rapport écologique entre humains et renards, donc notamment les comportements adaptatifs et l'alimentation. Les renards du bois se sont adaptés aux horaires et aux rythmes saisonniers urbains, de sorte qu'ils attendent la tombée de la nuit pour sortir. Ils se couchent à l'aurore. Et la présence humaine réduit, en fait, en temps normal, dans les espaces naturels, ils font aussi des chasses diurnes, donc avant le lever du soleil, avant le coucher du soleil ou après l'aurore. Mais de fait que le bois de Vincennes est un espace très anthropisé, ils renoncent en quelque sorte à ces chasses diurnes qui leur permettent, pendant la saison de reproduction, de pouvoir chasser quand les ressources, quand ils ont besoin quand en hiver les ressources sont diminuées, ou alors pendant la période d'élevage des petits, quand ils doivent chasser plus pour les nourrir. Donc, ils renoncent à ça. Et je pense que c'est en quelque sorte compensé par la nourriture humaine qui est plutôt abondante. Pour ce qui est donc de leur alimentation en ville, la part des déchets des végétaux est plus importante que pour les renards ruraux. Donc ici, c'est pas mes chiffres, ce sont des chiffres de l'Institut Pasteur de Bruxelles. Alors à Bruxelles, la population est bien supérieure, 2500 à 3000 individus autour de Bruxelles et quelques dizaines dans le cœur de Bruxelles, donc c'est quand même plus qu'ici. Mais de toute manière, les quelques données d'autopsie que j'ai pu avoir confirment cette tendance à l'augmentation de la proportion d'aliments anthropiques et de déchets, et ainsi que de végétaux. Donc, les renards urbains ne se nourrissent pas seulement de déchets, ils ne sont pas que opportunistes. Faut rappeler qu'il y a 5 millions de rats à Paris, je ne sais combien de millions d'autres rongeurs dans les environs du bois, et que ces rongeurs qui sont eux-mêmes attirés par la présence humaine, donc en quelque sorte
c'est aussi, c'est pas seulement la présence directe des humains qui intéresse les renards, mais cette présence indirecte, c'est ce qui implique notre mode de notre société de consommation, en fait. Donc, ils sont ainsi des opportunistes, certes, vis-à-vis de nos déchets, mais ils jouent aussi un rôle de régulateur important de ces populations de rongeurs. Donc, il existe bel et bien un intérêt écologique à la présence des renards en zone urbanisée, mais la reconnaissance de cet intérêt dépend des représentations qu'ont les usagers et les membres du service du bois vis-à-vis des renards, la distance à laquelle ils les placent symboliquement et physiquement, est-ce qu'ils peuvent pénétrer dans l'espace domestique ou doivent-ils en être éjectés? Au bois de Vincennes, on trouve des animaux domestiqués dans toutes les zones du bois. Mais cependant, on remarque une certaine polarisation des rapports écologiques selon les milieux. Donc, c'est-à-dire que dans les zones qui sont considérées comme des espaces domestiques, les jardins, les parcs, les individus vont avoir plus tendance à nourrir les animaux et à se rapprocher physiquement d'eux, contrairement aux espaces plus boisés où les individus considèrent qu'il ne faut pas s'approcher des animaux, que c'est un espace sauvage, qu'il ne faut pas trop s'écarter des sentiers battus pour ne pas les déranger. Donc voilà, il y a ces deux types de rapports extrapolés aux animaux, et j'essaie de comprendre quelle est la place des renards là-dedans. Ah oui, d'accord. Donc l'enjeu de la mise au point de la distance avec un animal, c'est de définir l'animal, mais aussi de définir l'humain et comment dire, la manière dont on peut cohabiter. Les renards roux sont souvent liés au massif qui représente l'espace sauvage au sein du bois, tout comme les oies, les pigeons, les corbeaux représentent l'espace domestique. La manière dont on se les représente passe donc par les représentations qu'on a de l'espace du bois et des milieux. Pour les usagers, ça va passer par la manière dont ils habitent la ville, et pour les gens du service du bois, ça va plutôt passer par la manière dont ils pensent leur vocation professionnelle. Donc on a deux tendances. Face à ce sauvage dans la ville, les personnes qui sont pour le maintien de la distinction entre le sauvage et le domestique, et donc l'éviction du sauvage dans la ville, le fait de le repousser, et les autres qui sont plutôt pour une cohabitation et donc un réensauvagement de l'espace urbain. Et le renard, par la position qu'il a et le statut de sauvage qui lui est attribué, justement, il est au cœur de ces tensions, en fait. À un extrême, les tenants du protectionnisme animal, dont nous faisons partie, nous tous ici, je pense. Donc, d'un côté, on jubile de leur présence comme source de réensauvagement de l'espace urbain, et on ne l'aperçoit pas comme une intrusion dans l'espace domestique. Et de l'autre côté, les tenants de l'entretien et de la domestication du sauvage, de cette distance qui doit exister entre l'espace civilisé, ou comme disait tout à l'heure Denis, l'espace féminin et l'espace plus sauvage, plus masculin, plus naturel. Donc cette distinction qui repose en fait sur la distinction nature-culture. Et donc les renards permettent à ces individus, donc à nous, de justifier l'idée qu'il n'y a pas de ville qui serait totalement hermétique à l'animal sauvage. Oui. Donc voilà, il y a ces deux positions, mais en fait, il ne s'agit pas tellement de personnes d'un côté qui le mettent à distance et de l'autre qui veulent s'en rapprocher, parce que même les protectionnistes ne souhaitent pas s'en rapprocher, mais le mettre à distance pour le protéger. Et là, il y a quand même une nuance, c'est pas le mettre à distance pour qu'il quitte l'espace sauvage, c'est pour l'espace domestique, pardon, c'est pour qu'il intègre l'espace sauvage. Et donc on assiste des fois au bois de Vincennes à des chasses aux renards pacifistes, c'est-à-dire des gens qui sortent leur appareil photo, qui prennent leurs enfants et qui vont dans le bois et qui chassent le renard rien que pour le voir.
Et pourtant, ce sont les gens qui me disent « oui, il faut les laisser tranquilles, il faut les protéger ». Donc le renard est bien un animal qui déchaîne les passions, même pour ses plus fervents défenseurs. Et un petit mot de conclusion. Désolé. Les renards roux du bois sont donc bien adaptés au bois de Vincennes et y occupent un rôle écologique. Pourtant, les humains, eux, semblent moins adaptés à leur présence, et pour cause, ils remettent en cause les frontières entre l'espace domestique et l'espace sauvage, qui ont longtemps organisé la manière dont on a pensé l'espace urbain.